Warren Buffett, l'oracle qui a battu Wall Street. 15 septembre 2008. Warren Buffett a 78 ans. Il est assis dans son bureau d'Omaha, Nebraska. Pas de Bloomberg Terminal, pas d'écran flamboyant, juste un téléphone fixe et quelques journaux financiers. Dehors, c'est l'apocalypse financière. Lehman Brothers vient de faire faillite. AIG s'effondre. Les marchés mondiaux plongent de 40% en quelques semaines. Des milliers de milliardaires deviennent millionnaires. Des millions de familles perdent leur maison. Wall Street panique. Les traders pleurent devant leurs écrans. Les PDG des plus grandes banques supplient le gouvernement de les sauver. Warren, lui, sourit. Il saisit son téléphone, appelle Goldman Sachs, puis General Electric. En quelques jours, il investit 13 milliards de dollars dans des entreprises que tout le monde fuit. Ses amis pensent qu'il est fou, ses actionnaires protestent. Les analystes prédisent sa ruine. 5 ans plus tard, ces 13 milliards valent 27 milliards. Ceci est l'histoire vraie de Warren Buffett. L'homme qui n'a pas inventé l'investissement, mais qui a transformé la patience en arme de destruction massive. Acte 1. Les origines. Warren Buffett n'est pas né riche. Il est né obsédé par l'argent. 30 août 1930, Omaha, Nebraska. Fils d'Howard Buffett, un modeste courtier en bourse devenu congressman républicain, Warren grandit pendant la Grande Dépression. Autour de lui, des files d'attente pour la soupe populaire, des familles expulsées, des banques qui ferment. Son père lui explique « Warren, l'argent n'est pas tout, mais ne pas en avoir, c'est l'enfer. » Warren retient la leçon à vie. 6 ans. Warren achète 6 canettes Coca-Cola pour 25 cents, les revend 500 pièces. Profit 500. Rendement 20%. C'est son premier deal, il n'arrêtera jamais. 11 ans. Warren achète sa première action, Citi Service Preferred, à 38 $. L'action chute à 27 $. Warren panique, puis elle remonte à 40 $. Warren vend, content de son petit gain. Quelques semaines plus tard, l'action monte à 200 $. Warren comprend la leçon qui guidera toute sa vie. Vendre trop tôt coûte plus cher qu'acheter au mauvais prix. Année 1940. Pendant que les autres enfants jouent au baseball, Warren lit les rapports annuels d'entreprise dans la bibliothèque publique d'Omaha. À 13 ans, il déclare ses revenus aux impôts. 45 $ gagnés avec ses rondes de journaux. Il déduit son vélo et sa montre comme dépenses professionnelles. L'agent des impôts le convoque. « Gamin, t'es sérieux ?» Warren répond calmement « Monsieur, ces outils sont nécessaires à mon activité génératrice de revenus. » L'agent signe. Warren a 13 ans et il connaît déjà le code fiscal mieux que la plupart des adultes. Un samedi matin de 1944, Warren est dans sa chambre. Sur son bureau, un relevé de compte montrant 1 000 $ économisés. Il calcule « Si j'investis ça à 10% par an pendant 50 ans, j'aurai 117 000 $. Il refait le calcul. Puis encore, ce jour-là, Warren découvre la magie des intérêts composés. C'est la révélation qui changera sa vie. À 14 ans, Warren achète 40 acres de terres agricoles dans le Nebraska avec ses économies. Il les loue à un fermier. À 16 ans, il possède déjà 53 000 $ d'actifs divers, ajustés à l'inflation 2024, environ 750 000 $. 1947. Warren entre à l'université de Pennsylvanie. Il déteste ça. Les professeurs parlent de théorie. Warren veut de la pratique. Au bout d'un an, il rentre à Omaha, s'inscrit à l'université du Nebraska. Diplôme obtenu en 1950, il postule à Harvard Business School. Refusé. Vous manquez de maturité, lui dit le comité d'admission. Warren est effondré, mais ce rejet va indirectement faire de lui le meilleur investisseur du monde. Acte 2. La rencontre qui change tout. 1950, Warren découvre un livre qui va changer le cours de sa vie. The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Benjamin Graham n'est pas un gourou de pacotille. C'est un survivant de la crise de 1929 qui a perdu 70% de sa fortune. Il a transformé sa douleur en philosophie, le value investing. L'idée est simple mais révolutionnaire. Acheter des entreprises solides à des prix stupidement bas. Ignorer le bruit, ignorer les émotions, se concentrer sur la valeur intrinsèque. Warren lit le livre, puis le relit encore. C'était comme trouver la carte au trésor, dira-t-il plus tard. Warren découvre que Benjamin Graham enseigne à Columbia Business School. Il postule. Accepté immédiatement. 1951. Warren arrive à New York. Il assiste aux cours de Graham, levant constamment la main, posant des questions, contestant les exemples. Les autres étudiants le trouvent agaçant. Graham le trouve brillant. À la fin du semestre, Warren est le seul étudiant en 50 ans à recevoir la note A, plus de Graham. Warren supplie Graham de l'embaucher dans son fonds d'investissement Graham Newman Corp. Graham refuse. « Warren, tu es brillant. Mais je ne peux pas t'embaucher, nous n'embauchons que des juifs. » C'est 1951. L'antisémitisme est encore partout à Wall Street.
Ironiquement, Graham lui-même est juif et refuse d'embaucher des non-juifs par principe inverse. Warren rentre à Omaha, déprimé. Il travaille pour son père comme courtier en bourse. C'est l'enfer. Convaincre des gens d'acheter des actions qu'il ne voudrait jamais posséder lui-même. Mais il continue à étudier, à lire, à analyser. Un soir de 1952, Warren rencontre Suzanne Thompson lors d'un rendez-vous arrangé. Suzanne chante dans des clubs de jazz, elle est extravertie, chaleureuse, tout l'inverse de Warren. Ils se marient en 1952, Warren a 21 ans. Suzanne deviendra son ancre émotionnelle pendant 50 ans. Sans Suzanne, dira Warren, je serais devenu riche, mais complètement seul. 1954. Graham change d'avis et embauche finalement Warren chez Graham Newman Corp. Salaire, $12 000 par an. Warren déménage à New York. Chaque matin, il arrive au bureau à 7 heures, lit des rapports annuels jusqu'à minuit. Graham le teste, Warren analyse cette compagnie ferroviaire. Warren revient 2 heures plus tard avec 20 pages de notes manuscrites. Graham sourit. « Tu peux arrêter de te donner en spectacle, Warren. » Mais Warren ne se donne pas en spectacle. C'est sa vraie nature. Il est obsédé. Pendant 2 ans, Warren apprend tout de Graham. Comment évaluer une entreprise, comment ignorer le marché, comment être patient. Puis, en 1956, Graham ferme son fonds et prend sa retraite. Warren a 25 ans, $174 000 en poche, et une décision à prendre. Rester à Wall Street ou rentrer chez lui. Warren choisit Omaha. « New York est un cirque permanent, dit-il à Suzanne. À Omaha, je peux penser. » Acte 3. La naissance de la légende. En mai 1956, Warren Buffett ouvre Buffett Partnership Ltd. Dans sa chambre d'amis à Omaha. Capital initial, $105 000, 7 investisseurs, sa famille et quelques amis. Les règles sont claires et inhabituelles. Warren prend 0 salaire fixe. Il touche 25% des profits au-dessus de 6% par an. Il ne dit jamais à ses investisseurs ce qu'il achète. Si vous n'êtes pas d'accord, reprenez votre argent. Les investisseurs signent. Ils font confiance à Warren parce que son père était congressman, mais surtout parce que Warren dégage une conviction tranquille et terrifiante. Warren travaille seul. Pas d'analyste, pas de secrétaire, juste lui, un téléphone et des montagnes de rapports annuels. Sa stratégie, acheter des entreprises solides que personne ne veut. Des cigarette butts, comme les appelle Graham, des mégots de cigarettes qui ont encore une taf gratuite. 1957. Warren achète Sanborn Map Company. C'est une entreprise moribonde qui fait des cartes pour les assureurs. Mais elle possède un portefeuille d'actions qui vaut plus que sa capitalisation boursière totale. En clair, le marché paie l'entreprise moins que la valeur de ses propres investissements. Warren accumule des actions, devient le plus gros actionnaire. Force le conseil d'administration à distribuer le portefeuille aux actionnaires. Rendement 50% en 18 mois. Les investisseurs commencent à parler du magicien d'Omaha. 1962. Warren commence à accumuler des parts dans une entreprise textile mourante du Massachusetts, Berkshire Hathaway. Pourquoi ? Parce qu'elle se vend en dessous de sa valeur liquidative. C'est un cigarette butt parfait. Mais le CEO, Seabury Stanton, tente de tromper Warren en lui rachetant ses actions moins chères que promis. Warren est furieux. Au lieu de vendre, il achète toutes. Il prend le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965. Plus tard, Warren dira « C'est la pire décision de ma vie ». Pourquoi ? Parce que le textile est une industrie en déclin. Berkshire perd de l'argent chaque année. Warren essaie de la sauver. Ferme des usines, licencie des ouvriers. Mais rien ne fonctionne. Berkshire devient un boulet. Mais Warren refuse d'abandonner, il a trop d'ego. Alors il fait quelque chose de génial. Il utilise le cash flow résiduel de Berkshire pour acheter d'autres entreprises, des assurances, des banques, tout ce qui génère du cash. Progressivement, Berkshire Hathaway se transforme. Elle n'est plus une entreprise textile, elle devient un véhicule d'investissement. Un holding qui possède des dizaines d'entreprises. Acte 4. L'ascension vers le sommet. Années 1960 à 1970. Pendant que Wall Street s'enivre de spéculation, Warren reste discipliné. Il rencontre Charlie Munger en 1959. Charlie est un avocat brillant de Los Angeles, cynique, sarcastique, mais d'une intelligence tranchante. Ils deviennent partenaires intellectuels à vie. Charlie pousse Warren à évoluer. Arrête d'acheter des entreprises médiocres bon marché. Achète des entreprises géniales à des prix raisonnables. Warren écoute, échange, 1972. Warren achète 6 Candies pour $25 millions. C'est cher par les standards de Graham. Mais c'est une entreprise géniale, une marque adorée, des marges élevées, peu de capital nécessaire. 6 Candies générera plus de $2 milliards de cash pour Berkshire au cours des 50 années suivantes.
C'est le premier home run de Warren. 1973 à 1974. Le marché s'effondre de 50%. La plupart des investisseurs paniquent. Warren dit à ses actionnaires « Soyez avides quand les autres ont peur ». Il investit massivement, achète le Washington Post à une fraction de sa valeur, achète des assurances en difficulté. Tout le monde le croit fou. 1979, Berkshire Hathaway dépasse 1 milliard de dollars de capitalisation. Warren possède 47% de l'entreprise, il est officiellement très riche. Mais il vit toujours dans la même maison de 31 000 dollars achetée en 1958 à Omaha. Il conduit une vieille Cadillac, il mange des hamburgers et boit du Coca-Cola tous les jours. Pourquoi dépenser plus ? Dit-il au journaliste perplexe. Ma maison me satisfait. Ma voiture me satisfait. Pourquoi changer ? C'est cette frugalité obsessionnelle qui fait de Warren une légende. Il accumule du capital, ne le dépense jamais, le réinvestit constamment. Année 1980. Warren devient célèbre. Ses lettres annuelles aux actionnaires deviennent cultes. Écrites dans un style simple et direct, pleine de leçons d'investissement, pleine d'autodérision, dans sa lettre de 1979, Warren écrit « Je préfère être approximativement juste que précisément faux ». C'est sa philosophie. Ignorer les prévisions complexes, se concentrer sur l'évidence. 1985, Warren fait le plus gros pari de sa vie. Il investit massivement dans Coca-Cola. Coca-Cola est déjà une géante, mais Warren voit ce que les autres ne voient pas. Une marque mondiale indestructible qui génère du cash à l'infini. Un toll bridge, un pont à péage que tout le monde doit emprunter. Warren achète pour 1 milliard de dollars d'actions. C'est 25% de tout le capital de Berkshire. Ses actionnaires le protestent, c'est trop risqué, trop concentré. Warren répond calmement, le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites, je sais ce que je fais. Aujourd'hui, cet investissement vaut plus de 25 milliards de dollars. Acte 5, l'oracle d'Omaha. Année 1990. Warren devient une icône mondiale. Chaque année, il organise l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway à Omaha. Des milliers d'investisseurs du monde entier viennent l'écouter pendant 6 heures. Il l'appelle le pèlerinage à Omaha. Warren et Charlie répondent aux questions sans filtre, avec humour, avec sagesse. Un actionnaire demande « Warren, quel est votre secret ?» Warren, lire, beaucoup, réfléchir, beaucoup, et ne rien faire la plupart du temps. Les médias le surnomment l'oracle d'Omaha. Warren déteste ce surnom. « Je ne prédis rien, dit-il. Je me contente d'acheter quand c'est évident. » Mais le surnom reste. 1998. Warren refuse d'investir dans les dot-com. Tout le monde se moque de lui. Buffett est infini. Il ne comprend pas Internet. Les actions technologiques explosent. Berkshire stagne. Les investisseurs abandonnent Warren. 2000. La bulle Internet éclate. Des milliers de milliards s'évaporent. Warren avait raison. Encore. Un journaliste lui demande « Comment avez-vous su ?» Warren « Je n'ai pas su. J'ai juste refusé de payer 100 dollars pour quelque chose qui valait 5 dollars. 2002. Warren est intronisé au panthéon des investisseurs, avec une performance annualisée de 22% sur 40 ans. Aucun autre gestionnaire au monde ne l'égale. Mais Warren reste humble. Charlie et moi avons eu de la chance. Nous sommes nés aux États-Unis au bon moment, dans le bon secteur. Un soir de 2004, Warren et Suzanne dînent dans un restaurant italien à Omaha. Warren mange son steak haché habituel. Suzanne lui dit « Warren, tu as 74 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ?» Warren répond sans lever les yeux de son assiette « Le donner, tout ou presque. » Suzanne sourit. Elle connaît son mari. Quand il dit quelque chose, il le fait. 2004. Suzanne meurt d'un cancer. Warren est dévasté. Pour la première fois de sa vie, l'argent ne peut rien acheter. Ni le bonheur, ni la santé, ni le temps. Warren se plonge dans le travail. C'est sa seule échappatoire. Acte 6. Les erreurs d'un génie. Warren Buffett n'est pas infaillible. Il a commis des erreurs monumentales. 1993. Warren achète Dexter Shoe Company pour 434 millions de dollars. Il la paie en actions Berkshire. Dexter fait faillite 4 ans plus tard, perte totale. Mais pire, les actions Berkshire données en échange valent aujourd'hui 5 milliards de dollars. Warren écrit dans sa lettre annuelle « C'est une erreur à 5 milliards, ma faute totalement ». 1998. Warren rate Amazon, Google et Facebook, toutes les grandes technologies de l'ère Internet. Pourquoi ? Je ne comprenais pas leur business model, admet-il. Cette rigidité lui coûte des centaines de milliards en opportunités manquées. 2008. Warren investit 5 milliards dans Goldman Sachs pendant la crise. Les activistes l'accusent de sauver Wall Street sur le dos des contribuables. Warren se défend. J'ai aidé à stabiliser le système financier. Si Goldman tombait, des millions d'emplois disparaissaient.
Est-ce du patriotisme ou de l'opportunisme? Même ses admirateurs ne sont pas d'accord. 2016, Warren investit massivement dans les compagnies aériennes Delta, United, Southwest. Lui qui avait toujours dit « Si un capitaliste avait été à Kitty Hawk en 1903, il aurait dû abattre Orville Wright pour sauver ses héritiers. » Ironie cruelle. En 2020, la pandémie Covid détruit l'industrie aérienne. Warren vend à perte. Il admet publiquement « J'ai eu tort, complètement tort. » Même les génies font des erreurs. Acte 7. La plus grande décision. 26 juin 2006. Warren fait l'annonce la plus choquante de sa carrière. Il va donner 85% de sa fortune, environ 37 milliards de dollars, à des fondations caritatives, principalement la fondation Bill and Melinda Gates. Wall Street est sous le choc. Pourquoi donner à Gates plutôt que créer sa propre fondation? Warren explique « Bill et Melinda sont meilleurs que moi pour dépenser de l'argent intelligemment. Je suis bon pour le faire, pas pour le dépenser. » C'est l'humilité ultime, reconnaître que d'autres font mieux que vous, même dans la philanthropie. 2010, Warren lance The Giving Pledge avec Bill Gates. L'idée, convaincre les milliardaires de donner au moins 50% de leur fortune. Des dizaines signent Mark Zuckerberg, Elon Musk, Richard Branson. Mais des critiques émergent. Pourquoi attendre d'être mort? Pourquoi ne pas payer plus d'impôts maintenant? Warren répond « Les fondations privées sont plus efficaces que le gouvernement. Je fais plus de bien en donnant 40 milliards stratégiquement qu'en payant 20 milliards d'impôts. » Le débat n'est pas tranché. Acte 8. L'héritage ambigu. 2024. Warren Buffett a 94 ans. Berkshire Hathaway vaut 1000 milliards de dollars. C'est la 7e entreprise la plus valorisée au monde. Warren possède toujours 15% de Berkshire. Valeur 150 milliards de dollars. Il est l'un des 5 hommes les plus riches de la planète. Pourtant, il vit toujours dans sa maison de 30 et 1 000 dollars à Omaha. Il conduit lui-même sa voiture. Il mange au McDo. Il boit du Cherry Coke. Pourquoi vivre autrement? Dit-il. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Plus d'argent ne changerait rien. Mais l'histoire de Warren Buffett n'est pas simple. Ici, il faut dire la vérité. Warren Buffett a eu une chance incroyable. Si Warren était né au Bangladesh au lieu du Nebraska, il ne serait pas milliardaire. Si le marché boursier américain n'avait pas explosé pendant 70 ans, ses stratégies n'auraient pas fonctionné. Si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas fait des États-Unis la superpuissance économique mondiale, Berkshire Hathaway n'existerait pas. Warren l'admet lui-même. Je suis né au bon endroit, au bon moment. C'est de la chance. Mais dire que Warren a eu de la chance ne diminue pas son génie. Son génie, c'est la discipline, la patience, le refus de suivre la foule. Pendant 70 ans, Warren a répété la même chose. Soyez avide quand les autres ont peur. Soyez craintifs quand les autres sont avides. Simple, mais presque impossible à appliquer quand tout le monde autour de vous panique ou s'enivre de spéculation. L'histoire de Warren Buffett nous force à poser une question inconfortable. Peut-on devenir ultra riche sans exploiter personne? Warren répondrait « Oui, j'ai créé de la valeur, pas pris de la valeur. » Mais ses critiques disent « Warren a profité du capitalisme américain pendant qu'il écrasait des millions de travailleurs. » Qui a raison? Probablement les deux. Warren n'a jamais arnaqué personne, jamais menti, jamais triché. Il a joué selon les règles. Mais les règles elles-mêmes favorisèrent déjà les riches. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway emploie 380 000 personnes, possède des dizaines d'entreprises, Geico, Dairy Queen, Duracell, See's Candies, BNSF Railway, et des parts massives dans Apple, Coca-Cola, Bank of America. Warren a transformé 105 000 dollars en 1956 en 150 milliards en 2024. C'est le plus grand track record d'investissement de l'histoire humaine. Grâce à lui, ou malgré lui, selon votre point de vue. Warren Buffett disait en 2013 « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » Il avait raison, mais il oubliait de mentionner, parfois, l'ombre que vous créez cache aussi le soleil pour d'autres. Warren Buffett, 1930 à présent, l'homme qui n'a pas inventé l'investissement, mais qui en a fait une religion. Avant 1956, 25 ans, 174 000 dollars, chambre d'amis à Omaha. Après 2024, 94 ans, 150 milliards de dollars, 380 000 employés dans le monde entier.